Si on regarde maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire les patients avec insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire les types 4 par exemple, quel est l'impact d'avoir une maladie cardiovasculaire en termes de prévalence et de pronostic? Bien, on sait très bien que les insuffisants rénaux chroniques ont un risque beaucoup plus élevé de développer des maladies coronariennes et cardiovasculaires en général. Donc ici, c'est une étude qui le démontrait très clairement que lorsque la créatinine augmente, il y a un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie, des syndromes cardiovasculaires. Donc, ici, on voit que quand la créatinine est plus haute que 1,5, ce qui donne à peu près 130 dans les unités internationales, on a un risque de 48 plus élevé. Et quand la créatinine est nettement plus élevée, bien là, on a un risque beaucoup plus élevé. Donc, il y a vraiment une association pratiquement linéaire entre le risque de développer des syndromes cardiovasculaires et la créatinine. On le voit de cette façon-ci très clairement aussi. Ça vient d'une banque de données beaucoup plus imposante, là, de 1, quelques millions, qui vient du Kaiser Permanente. Et on voit qu'il y a une association très claire entre le taux de filtration glomérulaire et les événements cardiovasculaires. Donc, les patients qui ont une clairance de créatinine en bas de 15 ont un taux 36 fois plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Et ceci se traduit également par une mortalité beaucoup plus importante. Donc, plus le taux de filtration glomérulaire diminue, plus on a une mortalité importante. En fait, la maladie cardiovasculaire, dans notre population, là, comme néphrologue qui suit des insuffisants rénaux chroniques, dans notre population, la cause de décès numéro 1, c'est les maladies cardiovasculaires. Ça correspond à peu près à 50 des décès. Et en fait, dans les patients que je suis en clinique de prédialyse, donc ça, les cliniques de prédialyse, c'est des cliniques où on suit les patients avec une insuffisance rénale avancée qu'on pense qu'ils vont débuter la dialyse dans la prochaine année ou dans les prochains 2 ans. Donc, quand on suit ces patients-là, la plupart des patients ne se rendront jamais en dialyse. La plupart des patients vont mourir. Ils vont mourir de quoi? Ils vont mourir du cœur. Donc, ça vous indique jusqu'à quel point, dans notre population aussi, les maladies cardiovasculaires ont un rôle primordial. Si on regarde maintenant les patients en dialyse, bien, c'est la même chose. 38 des cas de décès dans la population en dialyse, c'est des maladies cardiovasculaires. Et en fait, quand on regarde, la probabilité annuelle de décès est 10 par année pour les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que vous voyez 10 patients en dialyse, là, bien, vous êtes sûr qu'il y en a 1 sur 10 qui va mourir dans la prochaine année. Puis de quoi il va mourir? Il va mourir du cœur. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça vous illustre très clairement l'importance très, très importante des maladies cardiovasculaires dans notre population. Si on regarde ceux qui sont insuffisants cardiaques, à proprement parler, donc qui souffrent d'insuffisance cardiaque, les patients dialysés insuffisants cardiaques ont une survie à 5 ans de moins de 20 Si on compare aux patients dialysés non insuffisants cardiaques qui ont une survie d'à peu près 5 ans, à 5 ans de 50 bien, les insuffisants cardiaques, eux, c'est moins de 20 Donc, encore là, on voit que les patients insuffisants cardiaques dans notre population sont en pronostic très sombre. Donc, ce qu'on peut conclure de notre côté, c'est que les maladies cardiaques sont très fréquentes chez les insuffisants rénaux chroniques et sont associées à un pronostic nettement défavorable. Quelques mots maintenant au sujet de la médication. Vous êtes tous très familiers là, avec la médication et le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais je voulais vous donner une perspective un peu néphrologique à la chose. Donc, il y a quelques années, avec un de mes étudiants à la maîtrise, on a regardé le risque, en fait, l'utilisation de la médication chez les patients insuffisants cardiaques en dialyse. Donc, on a pris 3 unités de dialyse à travers le Québec, un peu au hasard. On voulait une unité universitaire, une en région, puis une, ce que je qualifierais de semi-universitaire. Et on a regardé l'utilisation de la médication cardiaque chez les patients insuffisants cardiaques, donc des patients qui avaient vraiment une fraction d'éjection diminuée. Et on a regardé l'utilisation de la médication chez ces patients-là. On a trouvé de façon étonnante qu'il y avait 13 qui n'avaient aucun traitement. Donc déjà, c'est un peu surprenant. On a trouvé que 53 des patients étaient traités uniquement en monothérapie, c'est-à-dire qu'il y avait soit un bêta-bloqueur, soit un ISCA, soit un ARA, mais qu'il n'y avait pas une combinaison des deux. Et il y avait juste 34 qui avaient une combinaison, soit d'un bêta-bloqueur et d'un ARA et ou d'un ISCA. Donc, nos résultats confirmaient un peu une certaine sous-utilisation de la médication
reliés à l'insuffisance cardiaque chez nos patients en dialyse. Et on s'est demandé pourquoi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un questionnaire aux néphrologues. On leur a demandé pourquoi tel patient il n'est pas traité par bêta-bloqueur ou par ISCA ou par digital. Quelles sont les raisons? Et voici ce qu'on a obtenu. La première cause, en fait, la première raison, c'est que les néphrologues avaient peur qu'il y ait des effets secondaires. Donc, soit qu'ils avaient peur, ou soit que les patients avaient déjà présenté des effets secondaires, c'est pour ça qu'ils les avaient arrêtés, ou soit qu'ils avaient peur en donnant, par exemple, un ISCA qui a une hypercalémie. Donc, c'est la première raison qu'on a identifiée. La deuxième raison, c'est que les néphrologues disaient « Ah ben, regarde, ce patient-là, il est bien traité parce qu'on enlève du liquide à chaque dialyse. Donc, il n'y a pas d'édème au membre inférieur, il n'y a pas d'édème au niveau pulmonaire. Donc, il n'est pas symptomatique de son insuffisance cardiaque. Donc, on n'a pas besoin de lui donner des bêta-bloqueurs, on n'a pas besoin de lui donner des ISCA. La machine fait le travail. Donc, ça, c'est la deuxième raison qu'on a identifiée. La troisième raison, c'est qu'il n'y avait pas les néphrologues disaient, ben, regarde, il n'y a pas de bénéfice prouvé sur la mortalité. Et je vais y revenir tout de suite. Ce n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la population générale, c'est très clair qu'il faut utiliser des bêta-bloqueurs ou des ISCA chez les insuffisants cardiaques, mais c'est vrai que dans la population dialysée, ce n'est pas si clairement démontré. Et en fait, ça, c'est une revue qui a été publiée en 2003, mais qui démontrait que si on regarde chez les patients avec une fonction rénale normale, quelle est l'évidence dans la littérature qui démontre un bénéfice pour ces médicaments-là? Bien, c'est très clair. Là. Dans la population générale, ou en fait, dans la population qui n'a pas d'insuffisance rénale, c'est très clair. Il y a un bénéfice vraiment très clair d'utiliser ces médicaments-là. Par contre, quand on regarde chez des patients légèrement insuffisants rénaux ou beaucoup plus insuffisants rénaux, avec une clairance de moins de 30, là, le bénéfice n'a pas été démontré. C'est-à-dire qu'il n'y a à peu près pas d'essais cliniques randomisés qui ont été effectués, par exemple, bêta-bloqueur versus pas de bêta-bloqueur chez un insuffisant cardiaque en dialyse. En fait, si je vous montre, par exemple, par rapport aux ISCA, la seule étude qui a été effectuée chez des insuffisants rénaux chroniques en dialyse, c'est cette étude-là qui a été publiée en 2006 avec 400 patients qui démontrait que oui, il y avait peut-être un bénéfice à utiliser un ISCA par rapport à un placebo en termes de survie, mais l'étude était tellement petite que ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, vous voyez que les néphrologues n'avaient pas tout à fait tort en nous répondant qu'il n'y a pas rien de prouvé chez les insuffisants rénaux chroniques, que dans le fond, les données qu'on a sont très claires dans la population non insuffisante rénale, mais dans la population insuffisante rénale, ce n'est pas clairement démontré. Et les néphrologues sont un peu réfractaires à utiliser de façon routinière des ISCA et des bêta-bloqueurs, par exemple, dans notre population, parce qu'ils disent « Ah, mais ça n'a pas été officiellement démontré dans notre population. » L'autre raison que les néphrologues avaient mentionnée, c'était le risque associé quand on commence des ISCA ou des ARA. Donc, bon, comme vous le savez, quand on commence donc un ISCA ou un ARA, la crainte qu'on a toujours, c'est de voir la créatinine monter. Donc, on veut éviter de voir la courbe A, c'est-à-dire que quelques semaines après le début des ISCA, la créatinine qui était à 80 est rendue à 250. Là. Donc, ça, c'est la crainte du néphrologue. Ce qu'on préfère avoir beaucoup plus, c'est la situation C, où la créatinine va rester stable, ou au pire, la situation B, où il va y avoir une légère augmentation de la créatinine, mais qui va être dans des zones raisonnables. Et en fait, nous, ce qu'on se met comme règle, qui est assez similaire, je pense, à ce que les cardiologues utilisent également, c'est de dire, 2 semaines après le début d'un ISCA ou d'un ARA, si l'élévation de la créatinine est de moins de 30 on poursuit le traitement. Si l'élévation est plus grande que 30 là, on va diminuer la dose de 50 puis si ça ne règle pas le cas, on va tout simplement arrêter la médication. C'est bon, il me reste quelques minutes et il me reste quelques diapos. Ça, c'est une méta-analyse qui avait démontré qu'il ne faut pas s'inquiéter des légères augmentations de créatinine dans les premiers 6 mois, puisque quand on regarde à 2 ou 3 ans de recul, même s'il y avait une augmentation légère de la créatinine au départ, il y a un effet bénéfique quand même à long terme. De notre côté, on utilise les ISCA et les bras de façon régulière chez tous les patients. Tous les patients insuffisants rénaux chroniques qui sont capables de le tolérer devraient avoir des ISCA et des ARA. Et en fait, on les commence même à des niveaux très bas, même des patients qui ont 20 ou 25 de clairance de créatinine. On va commencer un ISCA ou un ARA parce que ça a été démontré qu'il y a même à ces niveaux-là, il y a un bénéfice.
Les bêta-bloqueurs, juste un mot pour vous dire qu'on n'a pas de problème a priori en dialyse ou chez les insuffisants rénaux chroniques avec les bêta-bloqueurs. Par contre, il faut faire attention à certains bêta-bloqueurs qui ont un risque d'accumulation, donc l'athénolol, le nadolol et le sotalol, qui peuvent être accumulés en insuffisance rénale. Digital, spironolactone, a priori, c'est problématique pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'accumulation avec la digitale. Pourquoi? Parce que pour la spironolactone et les pléronones, il y a un risque d'hyperkaliémie. Donc, c'est des médicaments qu'on aime toujours moins voir chez les insuffisants rénaux chroniques. Les dernières diapos, l'ultrafiltration. Vous avez certainement entendu parler de cette thérapie-là d'ultrafiltration sans nécessairement faire de la dialyse, juste l'ultrafiltration. Ça a des avantages évidents en termes de diminuer l'édème périphérique, de diminuer l'édème pulmonaire, de diminuer les pressions. Dans l'étude, une des études qui a étudié l'efficacité de cette procédure-là, c'est l'étude UNLOAD, qui avait plusieurs problèmes méthodologiques, mais qui a démontré que si effectivement on faisait une ultrafiltration, on diminuait le nombre de réhospitalisations de façon statistiquement significative. Mon point par rapport à ça, c'est de dire, bien, quand on est rendu à faire de l'ultrafiltration, on est pratiquement rendu à faire de la dialyse. Et dans notre contexte, c'est pratiquement plus facile de faire de la dialyse que de faire de l'ultrafiltration. Premier point. Deuxième point, c'est est-ce que si on fait de l'ultrafiltration, est-ce que ça ne revient pas un peu à faire ce que les néphrologues font en disant, bon, ben regarde, on traite très bien l'aspect volémique, mais on ne donnera pas de médication? Non, je pense que même si on règle bien l'aspect volémique, il faut quand même donner des IACA, il faut quand même donner des bêta-bloquants qui peuvent avoir des effets intrinsèques. Donc, voici un peu le survol que j'ai essayé de faire avec vous aujourd'hui. Définition, classification, voir l'impact en termes de prévalence de pronostic et quelques éléments de traitement du point de vue du néphrologue. J'arrête. Merci beaucoup, Dr. Madar. Vous allez voir la logique dans la progression, mais aussi parce que Dr. Madar, c'est avec lui que j'ai fait de la recherche pour la première fois quand j'étais R2 sur la sténose rénale. Fait que j'y devais au moins ça, que ce soit lui avant, les hommes d'abord. Donc moi, mon but, ça va être, dans le fond, je me disais, en regardant tout ça, il faudrait peut-être juste essayer de prévenir le plus possible l'insuffisance rénale. Et c'est ça qu'on va regarder dans surtout le type 1 et le type 2, dans le fond, de syndrome cardio-rénal, l'insuffisance cardiaque aiguë ou l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, juste un peu les définitions. Dr. Madar en a touché aussi des mots, mais on peut avoir une atteinte rénale en gardant un taux de filtration glomérulaire normal ou élevé, soit 90 ou plus. Ça, c'est la formule MDRD, donc ml par minute par 1,73 m², une surface corporelle standardisée. Ça, c'est le stade 1. Insuffisance rénale chronique légère, ça serait 60 à 89, stade 2. Puis au moins modéré, on parle en bas de 60. Sévère, en bas de 30, le stade 4. Et en bas de 15, c'est la dialyse, stade 5. On voit souvent cette gradation-là dans les études, les publications là-dessus. Le registre Improve HF, qui a été publié dans les dernières années, c'était quand même 13 000 patients, donc plus de la moitié, donc 52 % des patients insuffisants cardiaques ont une insuffisance rénale de stade 3 ou 4, donc en bas de 60. C'est un peu ce que Dr. Madar nous disait, mais vu par un autre registre, dans le fond. Et là, dans la dernière année, on essayait au moment où on avait toutes nos valeurs avec notre formule MDRD tout content, ils ont décidé de trouver une autre formule pour le taux de filtration glomérulaire qui s'appelle le CKD-EPI et qui serait peut-être plus valable en termes de pronostic par rapport à l'insuffisance rénale. Donc, je vous épargne là, les détails de la formule. Hein, quand on en aura besoin, elle se retrouvera sur des sites web, là, mais ça va être celle-là de plus en plus. Si on va, probablement, je n'ai pas revérifié dernièrement, mais sur le site de la National Kidney Foundation, avant, on pouvait faire le calcul du taux de filtration glomérulaire par MDRD. Sûrement qu'ils vont avoir rajouté le CKD-EPI, qui, dans le fond, est IDMS. Il fallait tout le temps répondre à la petite question, est-ce traceable to IDMS? Bien, c'est ça. Ça, c'est le CKD-EPI.